Et merci beaucoup, Maud. Avec joie, vraiment. Donc je vais commencer par te présenter. Tu es thérapeute en santé humaniste. Tu as également été formée au cercle de pardon selon les principes toltèques et les enseignements de Don Miguel Ruiz. Tu es animatrice en chant prénatal, aussi accompagnatrice en écopsychologie et formée au travail qui relie selon Johanna Massy, dont tu co-animes régulièrement des stages. Et suite à ce parcours, tu as co-créé avec Michael Doulson-Alberca un séjour d'immersion en forêt, de reconnexion à soi et à la nature que nous sommes. Et enfin, en énergie Maya, tu es singe bleu, de l'onde enchantée du singe bleu. Donc ça veut dire que l'une de tes premières intentions est de dévoiler l'illusion de ce monde et de dévoiler les illusions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette interview et ce qui m'intéresse dans le fait de te rencontrer, c'est aussi de mettre en avant l'ouvrage que tu fais pour que d'autres connaissent ce que tu fais et aussi ton processus intérieur, comment t'en es arrivé là, pour donner à plus de personnes l'occasion de te découvrir. Alors pour commencer, quel est pour toi le lien sous-jacent entre toutes tes pratiques, entre tes différentes pratiques? Je dirais qu'il y en a peut-être plusieurs, des liens qui se sont tissés au fil de mon histoire, au fil de ma construction, de mon rapport au monde. Ça a toujours été un questionnement pour moi, le rapport au monde et l'empreinte de l'humain sur la Terre. Ça a toujours été, depuis toute petite, je sens que je porte ce questionnement en moi, ce qui m'a amené aussi à faire des études de philosophie pour aller questionner en fait l'humain dans son rapport au monde et à lui-même. Et ça m'a amené en fait à avoir moi-même envie de voir quelle empreinte je pouvais laisser dans ce monde. Et c'est d'abord passé, en tout cas ce qui m'a fait naître dans ma vie d'adulte, ça a été l'expérience de mes maternités et la découverte de ce que c'est que de donner la vie à des êtres qui sont uniques et qui vont aussi marquer leurs pas, marcher leur chemin sur Terre. Et cette prise de soin de quelqu'un d'autre que moi-même, en fait, ça m'a amené à trouver vraiment cet élan en moi de vouloir prendre soin, en fait, de moi. Et ce qui m'a fait découvrir la thérapie en santé humaniste, ce qui m'a fait découvrir aussi le chant prénatal, de s'accompagner, en fait, de cette prise de soin pour honorer aussi ce qu'est la vie, que ce soit en la donnant dans l'expérience des maternités avec le chant prénatal ou que ce soit en allant trouver un chemin de guérison à travers la thérapie ou un chemin en tout cas de conscience et de pacification avec soi, puisqu'on parle aussi de paix. Là, en tant qu'enfant, est-ce que tu te souviens quel était ton lien avec la nature, avec les autres, ou qu'est-ce qui fait que tu te souviens de cette reliance, de cette connexion que tu pouvais avoir? Eh bien, je dirais que ça s'est exprimé et ça peut vraiment encore s'exprimer. J'ai appris à
accueillir que c'était aussi un de mes fonds à moi. C'est une sorte de naïveté, en fait, de naïveté d'être au monde, en fait. Avec du coup, ce qui peut porter la naïveté, c'est de cette sensation de découvrir, de découverte, et dans cette notion de goûter en fait l'expérience avec toute la beauté qu'elle peut contenir. Et cette rencontre avec la nature, en fait, j'ai découvert à l'adolescence que je me sentais dans une forme de relation animiste en fait avec la nature, dans le sens de en fait je suis vivante parmi les vivants en fait, et parmi le vivant et l'autre qu'humain a tout autant habité, a tout autant une conscience en fait, et je crois que ça, depuis toute petite, je le découvre dans mon rapport naïf avec la rencontre avec l'autre, humain ou pas en fait. Voilà. Quand tu dis naïf, ça me fait penser, j'ai le mot émerveillement. Ouais, vraiment. De cette, cette naïveté à découvrir, à te laisser émerveiller par la nature. Ouais, il y a vraiment un geste d'ouverture en fait, à se laisser toucher et à sentir que je touche aussi, qu'il y a cette réciprocité avec le vivant, ce qui est aussi un des mots-clés de l'écopsychologie. Peut-être on en parlera, mais voilà, ce rapport effectivement d'émerveillement, de voir la beauté en fait, la beauté du monde. Et de l'aimer, du coup, il y a aussi la dimension d'amour dans la naïveté. Et est-ce qu'il y a eu une expérience ou quelque chose adolescente, même si infime soit-elle, dont tu te souviens que tu pourrais raconter, qui t'a permis justement de connecter cette spiritualité, de réaliser ou des liens, des ponts entre différentes choses peut-être? Ouais. Il y a plusieurs expériences. Déjà, effectivement, ce passage à l'adolescence avec une espèce de claque dans la naïveté par rapport aux différentes prises de conscience de comment la société tourne et comment la société place l'humain en fait au cœur du vivant, ou ne le place pas, ou le place dans un rapport hiérarchique, de domination, interhumanité et aussi humanité reste du vivant. Donc il y a une espèce de rébellion à cet endroit-là, avec de colère du coup. Ouais, quand même de la colère, ouais. Avec du coup un besoin d'affirmer autre chose. Et ça, je l'ai aussi découvert à travers la rencontre avec la culture africaine et l'animisme africain, que j'ai un peu poussé dans des lectures et dans aussi la pratique de la percussion mandingue. Et ça m'a permis en tout cas à travers l'ouverture et la prise de conscience un peu violente de je vis dans une société qui prend pas forcément soin en fait de la nature, du monde, de l'humain, de l'être en fait. Ça m'a permis en fait de pouvoir affirmer qu'il y a autre chose qui existe. Et donc, et toi de décider. Ouais. D'être vraiment dans cette décision, moi j'ai envie de prendre soin. Ouais. Oui. Parce qu'il y a vraiment, à travers cette naïveté aussi, qui finalement m'a jamais quittée quand même, je peux toujours être surprise en fait que les déchirements, que les guerres puissent exister en fait. Je peux toujours être surprise en fait de la réalité,
Et à la fois, il y a une joie qui m'a jamais quittée, quoi, la joie de célébrer la vie, en fait, et la beauté. C'est aussi pour moi en lien avec une notion de fondamental, de primordial, qui est que j'ai foi dans le fait que tout être, tout vivant est digne, en fait, de vivre en paix. De naissance, en fait. Pour moi, c'est un droit, c'est une dignité de naissance. et qu'en fait, pour moi, c'est vers ça que... C'est excellent parce que il y a les oiseaux qui nous font un concert. Vous avez des choses à dire aussi, oui. Par rapport à voilà, que pour moi, tout être a droit à son espace vital pour vivre en paix et que c'est respectable. Et que pour moi, les sociétés auraient besoin de se tourner vers ça et vers la prise de soin de la paix, à la fois dans le passé, faire la paix avec son histoire. C'est aussi pour ça que je suis plutôt dans l'œuvre intérieure, en tout cas dans le rapport avec l'intériorité de soi. C'est comment se mettre en paix avec son histoire, avec son passé, que ce soit intimement, individuellement ou que ce soit aussi collectivement, pour que l'histoire devienne réparatrice et qu'on apprenne des leçons du passé. Et il me semble qu'il y a une dimension de paix aussi là-dedans, de faire paix en fait, de ne pas continuer à être en guerre avec ce qui a été en fait. Ou en rancœur. Ou en ressentiment. Ouais, c'est ça. Et donc il y a une dimension d'acceptation dans la notion de paix aussi. Et puis pour moi, la paix du passé, elle va vraiment avec la culture de la paix dans son cœur au moment présent aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire que je puisse me sentir en paix. Et ça, par rapport à ça, toi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as commencé un processus justement de thérapeutique intérieur, de toi à toi, même avant de te former, ou est-ce que c'est venu en même temps, en parallèle ou... Ça a été avant. Ok. Ça a été avant vraiment dans mon processus de devenir mère, d'être une maman et de prendre soin d'un petit être dépendant de moi. En fait, ça a été indispensable pour moi de prendre soin de moi, en fait, pour déjà ne pas en fait faire porter quelque chose à mes enfants, dont je pouvais me rendre responsable et en prendre soin. Donc quand tu dis prendre soin de toi, mais c'est aussi prendre soin de tes blessures, c'est ça. De tout ce qui a pu être justement dissonant en toi par le passé, comment l'accueillir. Ça a été vraiment la rencontre avec la thérapie en fait, et une thérapie que moi je cherchais dans l'aspect transpersonnel, c'est-à-dire vraiment qui prend soin d'aller effectivement regarder les blessures dans toutes les dimensions de l'être, que ce soit psychologique, émotionnel, corporel, spirituel. Et du coup, ça a vraiment été un gros parcours avant ma formation qui m'a vraiment permis de faire la paix avec moi-même en fait, d'accepter qui je suis, de donner du sens à ma vie, même s'il y avait les prises de conscience de la maternité, de mes études de philosophie. En fait, ça m'a vraiment accompagnée à plonger dans la profondeur de qui je suis et à pouvoir y reconnaître les blessures, en prendre soin, et à la fois à pouvoir y reconnaître la beauté aussi du chemin parcouru, comprendre d'où je viens,
comprendre que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis la bienvenue et que j'ai le droit à être en paix, à vivre dignement, à vivre heureuse. Voilà. Et ça a été quelle rencontre de type de thérapie qui t'ont permis de faire cet ouvrage? Il y en a eu plusieurs ou... Eh bien, il y a eu la première, ça a été de rencontrer un thérapeute qui propose une thérapie en rebirth thérapie, donc une thérapie qui passe beaucoup par le corps et par le souffle, la respiration. J'avais vraiment besoin de... Je sentais que parfois il y avait vraiment des douleurs ou de la souffrance qui pouvaient me dépasser physiquement en fait, émotionnellement, et je sentais que j'avais besoin de passer par un processus vraiment physique. Et tout autant conscient, en fait, c'est vraiment une conscience très profonde pour le coup, puisqu'on plonge dans ce que le corps a enregistré des blessures, en fait. Et à travers le souffle, la respiration, c'est le processus de renaître à soi-même. C'est pour ça qu'on l'appelle rebirth thérapie. C'est vraiment ce processus qui peut nous faire repasser par le fait de revivre notre naissance, mais pas que. C'est aussi pour réimpliquer notre être dans la capacité à renaître de nos cendres, à renaître de notre histoire, et à la fois à en acter des guérisons, et à la fois aussi à en acter de la nouveauté aussi, à se réautoriser à être nouvelle. Comment finalement c'est la santé humaniste qui est arrivée pas longtemps après, comment s'est fait le passage? Eh ben, il y a eu en fait tout un contexte. Ça correspondait à peu près au moment où j'arrivais en Creuse. Voilà, ça fait 20 ans là que nous sommes en Creuse. Et en fait, j'ai intégré un cercle de femmes qui m'a vraiment beaucoup nourrie aussi pour apprivoiser mon intériorité, mon intime. Et être reconnue, acceptée inconditionnellement à cet endroit-là. Par le fait de l'échange avec les autres femmes. Ouais. Et en tant que femme, en tant que mère, j'avais besoin de ça. Et du coup, moi à l'époque, je sortais de mes études de philosophie, j'étais jeune mère, je commençais une thérapie, et j'avais l'intention en fait au départ, je voulais être sage-femme. Donc contribuer à la mise au monde. Et puis après, ça m'a... c'était trop comment dire, divisant en moi, déchirant en moi de partir en ville pour reprendre des études et me couper de ma famille, ma tribu. Je pouvais pas, j'ai pas pu faire ce choix-là, en fait, de reprendre des études pour être sage-femme. Et du coup, ça m'a amenée à en fait, me dire, en fait, si je ne peux pas contribuer aux accouchements, en fait, je peux contribuer aux renaissances de l'être. Et une des femmes du cercle, celle qui était l'accueillante, la gardienne du cercle, à l'époque était accompagnante aux naissances, à la parentalité, et elle avait fait le cursus en santé humaniste en se spécialisant dans l'accompagnement à la parentalité. Et du coup, ça m'a ouvert la porte pour rencontrer la santé humaniste. Du coup, on a choisi un accompagnement en santé humaniste pour la naissance de notre 3e fille, avec Michael, mon compagnon. Et du coup, ça a été vraiment le coup de cœur, en fait, de découvrir un accompagnement qui puisse à la fois prendre soin de soi, prendre soin de la naissance, des renaissances, et puis s'adresser à tous les êtres, en fait, de manière thérapeutique. D'accord. Alors là, j'ai 2 questions. Une, on va revenir sur la santé humaniste juste après, mais je suis interpellée par le fait que tu parles de ta famille comme tribu.
Oui. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce mot tribu? Ouais. Et peut-être ouais. Parce que en plus c'est une vision. Enfin, moi tribu m'évoque le peuple amérindien. Ouais. Et pour qui justement il y a cette vision animiste aussi, Ouais, tout à fait. cette spiritualité animiste, la notion de paix qui est au cœur de leur spiritualité, philosophie aussi de vie. Donc voilà, est-ce que tout ça a une résonance Tout à fait, Claire. Ça me fait peut-être aborder l'expérience de l'écopsychologie et de cette formation autour de l'écologie sensible en fait, que j'ai faite il y a quelques années et qui en fait m'a permis de rassembler, et je crois que tu questionnais le lien entre toutes mes pratiques, et je crois que ça a permis vraiment de sceller un pont entre mes pratiques, cette formation en écopsychologie, puisque ça m'a permis de faire le lien entre le questionnement de l'humain, de la place de l'humain, donc le questionnement philosophique de la place de l'humain au cœur du monde, de mon inspiration animiste, et puis l'expérience de vie en tribu, en forêt, voilà, avec des personnes qui étaient aussi en formation avec moi. Et du coup, effectivement, je parle de ma famille comme on va dire que c'est ma tribu de base. Et effectivement, ce terme-là, il a cette résonance de réunir pour moi peut-être le monde auquel j'aspire, donc proche effectivement des cultures des peuples premiers qui nomment peut-être cette tribu au sein en fait de la nature, au sein du vivant en fait. À cet endroit-là, il n'y a pas de séparation, donc il y a aussi cette intention-là en posant ce mot-là. Et puis oui, en fait, moi, ça m'a vraiment fait naître en tant qu'adulte, en tant qu'être responsable, être qui a une empreinte au monde et ma famille. Et donc, effectivement, il y a cette dimension du vivre ensemble, en fait, qui est vraiment précieux. C'est une de mes bases arrières dans ma vie. C'est ma vie de famille, ma vie de tribu, et ce qu'on s'offre de vivre dans notre lien à notre terre, notre jardin, notre terrain, la forêt, dans la manière dont on prend soin aussi de nous. Voilà, ouais. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, de peut-être ton rapport à l'espace et au temps, et en quoi c'est utile, en quoi et du coup ça nous amène un peu aux différentes dimensions, oui. en quoi ça a une place vraiment importante dans la santé humaniste. Ouais. La santé humaniste, elle s'occupe d'aller prendre soin à l'échelle de la mémoire cellulaire. Donc déjà, c'est à l'échelle de l'infiniment petit. Donc effectivement, il y a cette dimension de l'infiniment petit, dans cette intention que tout être à la base porte en lui, en elle, le potentiel de l'infiniment grand de la vie, en fait. Donc nous, c'est ça en santé humaniste qu'on cherche à rassembler. En fait, c'est d'aller libérer les mémoires cellulaires, donc les mémoires de nos blessures, pour que en fait nos cellules puissent retrouver en fait la mémoire
originelle de l'infiniment grand du potentiel de la vie que l'on porte en soi, en fait. Et donc il y a cette dimension effectivement d'espace, et du coup il y a aussi la dimension temporelle, puisque on va, à travers les mémoires cellulaires et leur libération, on va prendre soin de notre histoire dans un sens large, donc notre histoire actuelle, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. On va prendre soin aussi de l'histoire de nos lignées. On peut remonter dans la dimension transgénérationnelle. Et puis on peut remonter aussi dans la dimension de l'inconscient collectif, de ce qu'on porte en soi, de l'histoire de l'humanité, des archives de l'humanité, et ou de nos vies karmiques. Ça, voilà, moi je dirais que je suis ouverte aux différents systèmes de croyances des personnes qui viennent me voir aussi. En tout cas, il y a une dimension dans le passé qui est très vaste, et à la fois je dirais que c'est dans cette intention encore une fois de venir pacifier en soi et intégrer notre histoire, en fait, pour pouvoir dans la dimension du futur continuer à avancer en ayant une conscience, en fait, de ce que l'on porte, de ce qu'on a hérité. Pour moi, la dimension des ancêtres, elle est très très importante pour moi, dans le fait qu'on est héritier de la vie qui a marché avant nous, depuis le départ de l'humanité, mais même bien avant, voilà, depuis la dimension des étoiles même. Et ça a tout autant d'importance de la responsabilité que ça nous donne pour la vie future, en fait. Et cette dimension du temps, elle est vraiment importante pour moi. Alors, peut-être je peux préciser aussi, j'aurais pu le préciser avant, mais oui, que vraiment le processus, parce que là tu l'as dit de manière encore plus vaste, mais peut-être pour donner un petit peu de concret aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est en fait l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne qui a un blocage émotionnel ou d'autres ordres qui vient se traduire de manière émotionnelle, c'est vraiment de questionner quelle est l'origine de l'émotion, et donc ça tu le fais à travers une prise de pouls, et qui va te donner l'information de à quel endroit à quel endroit la cellule a besoin d'être réinformée, et depuis quel endroit il y a quelque chose qui vient dissonner, et donc qui invite à revisiter cet endroit-là grâce à ton accompagnement, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est que du coup, la santé humaniste, elle, je dirais qu'elle elle a sa singularité d'inviter la personne à plonger, en fait, dans la mémoire en résonance qui est à l'origine de la problématique qu'elle amène, en repassant par l'histoire, et en étant actrice, du coup, des prises de conscience, de ce qui a besoin d'être regardé, d'être réparé, d'être exprimé, d'être retissé dans le lien, dans l'amour. Et en fait, ça, effectivement, il y a cette dimension spécifique de la santé humaniste, de vraiment plonger dans l'expérience et dans la profondeur de la mémoire. Pour conscientiser, en fait, qu'est-ce que moi je porte qui m'amène à vivre cette problématique-là aujourd'hui, où est-ce que ça s'est inscrit dans ma vie, que ce soit mon adolescence, dans ma vie intra-utérine, dans la vie d'une ancêtre, qu'importe, mais en tout cas c'est l'idée vraiment à travers la prise du pouls, d'aller regarder où sont les blocages, et d'aller regarder le blocage qui est rendu accessible aussi. Oui, c'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a
tu accompagnes vers un voyage intérieur, comme une relaxation profonde qui permet d'accéder à cet espace et de le revisiter avec la conscience, la bienveillance et ton accompagnement d'accueil, de douceur et d'amour, qui fait qu'il y a vraiment toute une réinformation c'est ça. Qui se fait grâce à ce voyage. C'est ça, c'est l'idée de venir réinformer en fait au niveau cellulaire pour que l'être retrouve le principe de vie en fait dans son plein potentiel en fait, et puisse réactiver ses forces et ses ressources à partir de ce qu'il aura touché et fait bouger en fait. C'est une guérison de la mémoire en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça donne un futur à la mémoire d'une certaine manière. Oui, ça réouvre vers d'autres futurs possibles. Exactement, en fait. c'est ça. C'est-à-dire que le futur qui était peut-être engrammé en lien avec la blessure crée un chemin et qui, là, grâce à cet ouvrage, permet d'ouvrir d'autres portes. Voilà, c'est ça, c'est générer d'autres sillons que celui qui est pris et qui peut être issu d'un conditionnement, de schémas qui se répètent, d'un fonctionnement familial, parental. Voilà, c'est l'idée de se dépouiller quelque part. C'est un dépouillement pour en fait aller au plus proche de qui nous sommes aussi dans notre essence en fait. Et en quoi l'éco-psychologie t'a amené et comment s'est fait le cheminement pour des séjours en forêt et quelle est l'intention dans ces séjours en forêt, dans ces séjours d'immersion qu'est-ce qui fait que c'est pas un séjour survie survivaliste mais autre chose, peut-être plus une reconnexion. Oui, effectivement, c'est pas un séjour survivaliste. En fait, l'éco-psychologie, moi, ça m'a amené à réaffirmer le fait qu'il y a des sagesses qui sont là depuis longtemps, qui sont portées par des peuples ou par différentes traditions et qui ne nous ont jamais coupés en fait de la nature. En fait, c'est même pas deux mots différents, humain et nature, dans certaines cultures, dans certains peuples premiers. Et en fait, le fait de passer par l'expérience à travers la formation en éco-psychologie de réouverture à ça, à cette connaissance-là des différentes sagesses, et de passer par l'expérience de la vie en tribu, en forêt, avec justement cette notion de dépouillement de tout ce qui est de tout ce qui n'est pas nécessaire à notre vie, d'établir un rapport à l'eau, un rapport au feu, qui est un rapport de l'ordre du sacré, dans le sens où en fait c'est indispensable à la vie pour qu'on puisse se nourrir, boire, etc. Donc c'est venir rencontrer chaque élément exactement dans sa vivance, en fait, reconnecter le vivant qui vient résonner avec notre vivant intérieur. Et ce qu'elle offre au monde, quoi. Cette eau, ce feu, ce que ça offre au monde, ce que ça nous offre à nous. Donc il y a vraiment cette dimension d'honorer, en fait, et de célébrer. Et retrouver le sacré. Ouais, et retrouver le sacré. Et vraiment, l'immersion sauvage m'a, moi, permise de reconnecter aussi des émotions très primaires. De l'ordre vraiment de l'entraide, de la coopération, ensemble, en fait, face à une épreuve. Alors, c'est assez incroyable, parce la société a tendance à nous dire que de manière primaire, on serait plutôt à
Donc il y a toute la conception darwiniste de la lutte du plus fort. Et au contraire, toi, dans cette expérience, c'est au contraire une notion, quand tu dis le primaire, c'est de l'entraide qui arrive. Complètement. De la coopération. Ouais. Il y a vraiment une conscience que tout seul, on ne peut rien en fait. En tout cas, on ne peut pas subvenir à sa survie. Mais que par contre, ensemble, non seulement on peut subvenir à la survie, mais on peut vraiment être en vie en fait. Voilà. Et pas qu'en survie. Et du coup, c'est des dimensions très humaines en fait. Moi, j'ai vraiment pu toucher aussi une dimension de l'humanité que je peux cultiver avec ma tribu famille. Et vraiment. Oui, et là, c'est l'humanité dans toute sa beauté. Ah ouais. Ouais, complètement. Alors qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a tendance à se dire mais l'humanité est en train de s'éteindre et puis de toute façon c'est peut-être pas plus mal si l'humanité s'éteint parce que vu les horreurs qu'elle est en train de faire, alors que de ce que tu dis, moi j'entends que au contraire l'humanité a cette beauté et qu'au contraire ça peut apporter autant à l'humain qu'à la terre, d'aller dans cette rencontre de coopération. C'est ça. Et d'entraide. Ouais, vraiment. De reconnecter, d'honorer, d'y poser de la conscience, du soin, de cette dimension sacrée en fait, qui n'est pas du tout religieuse pour moi, qui est plus dans un rapport de, en fait, ce qui nous permet de vivre. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas nous finalement. Qui nous permet de vivre et donc en fait il y a vraiment cette dimension d'interdépendance qui est vraiment expérimentée pour le coup dans les immersions en nature sauvage et qui font vraiment toucher en fait aussi de l'ordre de cette réparation comme tu dis où on peut avoir tendance à condamner l'humanité. Il y a beaucoup de culpabilité, il peut y avoir beaucoup de culpabilité, et du coup de la culpabilité qui est intériorisée, parce que du coup, si on condamne l'humanité, forcément on condamne une part de soi aussi, puisqu'on est une partie de ce tout. Donc en fait, pour moi ça vient aussi réparer ça, en fait, de savoir qu'on est les bienvenus, qu'on est en fait depuis toujours en fait, et que la vie nous fait place et que ça, aujourd'hui, il est peut-être temps de l'honorer quoi. Et de rendre aussi ce qui est donné dans ce sens de tisser une relation d'égal à égal quoi. Dans toutes les dimensions. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu pratiques lors de cercles, parce que tu pratiques également des cercles d'accompagnement par rapport en éco-psychologie, éco-anxiété? Ouais. Quelle est l'intention un peu de ces cercles? Qu'est-ce qui t'a fait proposer ce type de cercle? J'adorais toutes les lectures autour de la collapsologie pendant le Covid. Et j'ai découvert en fait à ce moment-là l'éco-psychologie, la spirale du travail qui relie de Joanna Macy, et tout en fait tout le milieu de la transition écologique extérieure et intérieure en fait. Donc la dimension de l'écologie profonde. Et ce qu'on peut aller réparer en soi de cette coupure de l'humain avec la nature. Et du coup, ça m'a, en fait, pour moi, ça a été une continuité d'expérimenter ça pour moi en tant aussi que thérapeute qui prend soin de l'intériorité, de pouvoir aussi prendre soin de l'humain au cœur du vivant en fait, et de cet endroit parfois de coupure, de déconnexion. Et en fait là effectivement là
je prends beaucoup de plaisir à co-animer des spirales du travail qui relie, donc qui sont vraiment des processus de transformation individuelle et collective pour s'ancrer dans l'émerveillement de la vie qui a permis qu'on soit là aujourd'hui, et à la fois d'aller honorer nos émotions profondes en lien avec les souffrances de l'humanité, en lien avec l'état de la terre, de l'eau, enfin voilà, et à la fois réimpulser une marche d'action à partir de qui nous sommes, donc de se replacer dans son propre pouvoir en fait, dans des endroits où parfois on peut sentir beaucoup d'impuissance face à l'ampleur de la transformation dont le monde aurait besoin, ou en tout cas. Et donc voilà, il y a cette animation de stage où en fait c'est pareil, c'est à l'image un peu de ce que je pouvais décrire dans l'immersion sauvage. Je trouve que dans ces stages où à la fois on s'ouvre à reconnaître la beauté, et à la fois on plonge dans le fait d'honorer notre douleur pour le monde, parce que finalement c'est honorer notre douleur, c'est toucher à quel point on est en amour pour ce monde et à quel point on souhaite autre chose. C'est aussi du coup se replacer voilà, dans notre responsabilité, et puis vraiment tisser des liens humains qui sont très forts à cet endroit-là. Très très forts. Et ouais, il y a beaucoup... Et voilà, c'est des processus qui prennent soin. Ce que j'aime, c'est que ça prend soin à la fois de la rationalité, de notre esprit de réflexion qui a aussi besoin d'être nourri, à la fois de notre être sensible qui a besoin d'être aussi accueilli. Ouais. Et voilà, la dimension tête, cœur, corps, elle est vraiment réunifiée, quoi. Ouais. Au cœur de ce... Qu'est-ce qui a fait que tu as rencontré les cercles de pardon, qui sont quand même une tradition toltèque? Eh bien, lors d'un cercle de femmes, parce qu'à partir du moment où j'ai rencontré les cercles de femmes, je les ai pu quitter. Et c'était il y a 7-8 ans. Il y a une femme du coup qui nous a proposé de vivre l'expérience du don du pardon. Donc c'est vraiment les cercles que j'anime aujourd'hui, qui proposent ce don du pardon. Et en fait, ça a été une expérience d'une puissance inimaginable, parce que moi j'avais du coup quand même un fond de jugement par rapport au pardon, par rapport à... plus par rapport à la notion de culpabilité, catholique. Par rapport à la notion de culpabilité, à la notion effectivement à l'héritage judéo-chrétien, de devoir pardonner, et du coup je n'étais pas du tout touchée par cette dimension-là jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience. Et c'est un peu la beauté des cercles de pardon, je trouve, que c'est parce que c'est... En fait, le pardon, on ne peut pas le penser, on le vit en fait. On le vit parce que c'est une expérience vraiment du cœur. Et du coup, ça a été énorme pour moi de sentir que je pouvais toucher le pardon donc dans ce cercle de femmes où finalement... le rituel du pardon tel que l'a ramené Olivier Clerc, qui l'a reçu par Don Miguel Ruiz, c'est un pardon où on ne cherche pas à pardonner, en fait on passe par la demande en pardon. Et donc pour eux c'est un acte d'humilité en fait, de s'ouvrir en fait à recevoir le pardon et à le donner, plutôt que voilà, de chercher... ça ne dépend pas de la volonté, en fait, le pardon. Et pour eux, c'est vraiment un geste d'ouverture. D'ouverture du cœur. D'ouverture du cœur. C'est vraiment le pardon, pour eux, c'est un don par amour, pour soi. C'est avant tout un cadeau qu'on se fait pour soi. Et à la fois, ça nous fait aussi voyager dans ces dimensions spatio-temporelles dont on parlait tout à l'heure, pour continuer à tisser des liens.
parce que, en tout cas, moi, dans ce premier cercle de pardon que j'ai pu découvrir, en fait, parce qu'on passe face à chaque personne et on reçoit et on donne la demande en pardon. Donc c'est très très beau de s'offrir ça dans l'humanité. Et j'ai pu vraiment voir, pas la personne elle-même que j'avais en face de moi, mais quelqu'un d'un autre peuple, un enfant, l'humanité entière. J'avais même les arbres par moments qui passaient, le minéral. Enfin, j'avais tout le vivant qui se présentait à moi pour aussi que le pardon vienne se tisser dans nos liens, en fait, et retisser du lien d'amour à l'endroit de la coupure. Et c'était vraiment, ça a été vraiment très fort. Voilà, ça m'a... Voilà, il y a eu vraiment un coup de cœur, donc je me suis dit que j'allais me former, et après j'ai pu recevoir le rituel par Olivier Clerc, et voilà. Et le transmettre aujourd'hui. Ouais. Super. J'adore les rituels, en fait, d'une manière générale. C'est ça, c'est à travers les différentes activités que tu pratiques, et même aujourd'hui encore dans cette présentation que tu nous offres, c'est aussi comment chaque chose peut être ritualisée. Oui. Peut être et peut devenir un moment sacré. C'est ça, en fait. Un moment qui crée avec le vivant. Oui. Et c'est ça, une création avec le vivant, en fait. Oui, exactement. Une création avec le vivant, et une cohabitation sacrée quotidienne, en fait. Comment je peux ramener ça dans mon quotidien, cet aspect rituel. Là, pour l'instant, j'en crée ou j'en propose, mais qui sont dans cette idée, en tout cas, de vivre par moments collectivement des célébrations, mais aussi pour que ça puisse aussi s'infuser quotidiennement, en fait, dans chaque individualité, parce que pour moi, c'est ça aussi qui fait qu'on peut habiter. Enfin, pour moi, c'est cette manière d'habiter le monde, que ce soit le célébrer quotidiennement. Oui, en parce fait. qu'il y a des stages que tu proposes dont tu aurais envie de parler, dont les personnes qui ont envie d'entrer dans cette danse avec toi pourraient se relier, sachant que je vais mettre le contact de toute façon de ton site, et puis sur ton site il y a aussi les informations de tes stages, peut-être de tout ce que je propose, mes différentes pratiques, et puis il y a une page effectivement sur les actualités, voilà, de tout ce que je propose en local, donc c'est en cours de processus et de création. C'est dans les prochains mois. Il y a toujours en tout cas cette proposition au passage de saison d'honorer ça avec un voyage au tambour avec mon compagnon, où on vient rassembler en fait l'aspect de la culture africaine qu'on porte depuis plus de 20 ans, avec l'aspect voyage dans les dimensions plutôt chamaniques. Donc là, on aime bien ritualiser ce passage aux saisons, et là, on va l'orienter plutôt au niveau des éléments. Là, pour l'automne, c'est l'eau, pour l'hiver, ce sera la terre, le printemps, etc. Et il y a aussi au solstice et aux équinoxes à peu près, il y a toujours une proposition sur notre terrain ou dans une salle si vraiment c'est trop froid ou trop pluvieux. Et après là, moi je suis en création aussi d'une journée autour des ancêtres, donc j'aimerais bien faire ça autour de la Toussaint, certainement début novembre. Et d'accompagner cette notion d'ancestralité qui est, comme je le disais, vraiment très précieuse pour moi, non seulement dans cette dimension du passé, de faire la paix. Voilà, le titre c'est faire la paix en paix avec ses ancêtres. Et donc il y a vraiment cette intention d'être en paix avec ses ancêtres, de nos lignées et de notre ancestralité aussi, d'où nous venons vraiment. Pour être en paix avec les ancêtres que nous serons, en fait.
Et dans cette dimension que, en fait, quand je conscientise et que j'honore d'où je viens et que je suis en paix avec ça, ben, je peux conscientiser, honorer chaque pas que je peux franchir, qui sera une empreinte pour les générations futures, en fait. Et pour moi, cette double ancestralité, elle est vraiment importante et j'aimerais bien faire une journée autour de ça. Voilà, Et puis, bah, y a ce stage d'été avec 3 autres personnes qu'on co-anime. En fait, on est 4 pour co-animer ça. C'est vraiment très confortable d'être à 4. Et c'est aussi notre souhait. On co-anime sur une semaine. Donc c'est vraiment un stage approfondi de travail qui relie donc, la spirale de Joanna Macy. Et c'est vraiment l'idée de vivre chaque étape de la spirale vraiment en plongeant en profondeur, en partant du principe que plus on plonge en profondeur et plus ensuite on peut acter une transformation dans sa vie et acter des pas à franchir au service en fait. Ok, et cette semaine, elle a un thème, Ouais, un thème spécifique? C'est prendre soin de soi et de la terre, Okay. en allant prendre soin du lien. Voilà. Et c'est une semaine qui se passe du coup en immersion en forêt? Alors, il y a toujours un espace sauvage extérieur, Okay. mais en général, on est quand même dans un gîte ou voilà. Okay. Oui, c'est pas en immersion. C'est en contact avec la nature, mais pas. Ouais, exactement. Pas en immersion complète. Okay. L'immersion complète, voilà, c'est en cours avec Michael. On ne sait pas encore exactement quand ça aura lieu, mais sans doute que l'année prochaine, on va reproposer quelque chose autour du sacré sauvage. Ok, d'accord, Voilà. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, que tu as envie de partager? Je me sens vraiment, je me sens vraiment en joie de partager ça, de partager cet intime aussi du parcours, du processus, et que il y a peut-être cette dimension de l'ancrage en fait qui pour moi tisse le lien aussi dans ce que j'expérimente dans ma vie, que ce soit dans mon œuvre ou mon être. C'est cette dimension de l'ancrage vraiment dans nos origines en fait, et que ça peut parfois faire peur et qu'à la fois c'est toujours gorgé de cadeaux, ce que l'on peut trouver quand on plonge dans cette profondeur de l'ancrage, d'où l'on vient, de nos origines de vie, et que c'est même pour moi une dimension qui peut permettre à l'humanité de porter cette mémoire-là, d'en être la gardienne. La gardienne de cet ancrage au cœur du vivant en fait, et pour encore une fois garder le cap ou diriger le cap vers la prise de soin des générations futures en fait. Voilà. Et voilà, pour moi on est vraiment comment dire, je me sens honorée en tout cas d'habiter cette place en fait d'humaine en fait. Voilà, je suis heureuse d'être une humaine qui vient de tout ça et qui va vers tout ça, et voilà, même si je suis régulièrement recueillie par la dimension de la souffrance et des douleurs, et que je bois la tasse régulièrement de ce mal de mer. À la fois, je garde, je sais que j'ai mon cap et que je continue à naviguer et à avancer, et qu'on n'est pas seul, quoi. Qu'on est accompagné,
et que j'ai vraiment foi dans le fait que c'est accompagné qu'on pourra avancer. Accompagné de toute cette merveille du vivant qui nous entoure. Je suis le charme de la matriarche, mère des graines de demain. Je suis avec le vivant, par le vivant, pour le vivant. Je suis avec celle qui parle à ses proches, une balade au fond du jardin. J'aime, donc je suis.